Le marché des cryptos est en train de chuter aujourd'hui. On a une baisse générale. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. De mauvaises nouvelles nous venant des États-Unis. Il y a plein de choses autour des chiffres de l'emploi, autour des droits douaniers. Plein de choses à dire. Et aujourd'hui, honnêtement, j'ai rarement vu autant de news en 24 heures. Je vais vous parler aussi d'Ethereum avec quelque chose d'énorme qui est en train de se préparer sur Ethereum. Une nouvelle vision, Lean Ethereum. On va aussi parler de Bitcoin avec un nouveau langage de programmation sur le Bitcoin. Je vous en parle aussi dans un instant. Ça s'appelle Simplicity. Là aussi, on va parler de choses techniques, de c'est quoi ce langage, à quoi ça sert, est-ce que ça a une chance de venir concurrencer Solidity et les autres langages de programmation actuels sur la blockchain. On va aussi parler de Visa, on va parler de stablecoin. Bref, je vous ai dit énormément de choses aujourd'hui. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Un BTC à 115 000 dollars, moins 2,59%. Ethereum, 3 600 dollars, quasiment moins 5%. Il y a d'autres cryptos qui ont une chute beaucoup plus importante, quasiment moins 7% tout le marché aujourd'hui. On peut voir, hein, on a 10% pour Hyperliquid. On a d'autres cryptos qui sont plus à du moins 5%, tels que, on observe moins 6% sur Uniswap, moins 5% sur PP. Bref, globalement, vous pouvez voir qu'il y a une baisse générale aujourd'hui. On a même le marché boursier qui est impacté. Vous pouvez voir ici le SP500, moins 1,6% à l'ouverture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis pour le mois de juillet qui sont arrivés. Le chômage augmente. Le nombre d'emplois qui ont été créés est moins important que ce qui est élevé, qu'est-ce qui était attendu. Les États-Unis ont ajouté 73 000 emplois en juillet, ce qui est vraiment en dessous des 110 000 attendus. Et surtout, ce qui inquiète fortement, c'est que les chiffres de l'emploi de mai et de juin ont été revus à la baisse. Initialement, on avait vu qu'il y avait 147 000 emplois créés en juin, et finalement, c'est revu à la baisse à 14 000 emplois, moins 133 000. Pareil pour mai, 144 000. Finalement, on n'en a que 19 000, moins 125 000. Donc, il y a un gros souci à ce niveau-là, au niveau de l'emploi aux États-Unis. Regardez ce que vient de poster Donald Trump. Too little, too late, c'est trop tard. Jérôme Powell, c'est une catastrophe. Il n'a pas baissé les taux d'intérêt. Il incite encore à baisser les taux d'intérêt. Il dit heureusement qu'on a les droits douaniers qui ramènent des milliards aux États-Unis. Et clairement, il y a une inquiétude en fait que la Fed ait maintenu les taux directeurs trop hauts jusqu'à créer une sorte de récession aux États-Unis. C'est d'ailleurs la théorie de Kobayashi-Letter qui dit en fait il y a deux scénarios. C'est où on rentre vraiment dans une récession au niveau de l'emploi, etc. aux États-Unis, ou il y a un gros souci au niveau des données de l'emploi, parce qu'on ne peut pas faire des choses aussi incohérentes. Il y a d'autres choses aussi qui sont pas bonnes en ce moment. On a regardé le nombre aussi de suppressions d'emplois est en hausse. Sur le mois de juillet, on a 62 000, c'est bien au-dessus de la moyenne sur 4 ans. C'est le double en fait de la moyenne entre 2021 et 2024 pour le mois de juillet. Donc vraiment, plein de choses inquiétantes sur le marché de l'emploi. On serait peut-être en train de connaître le début d'une récession et c'est ce qui inquiète tout le monde. Moi, je suis pas du tout inquiet à ce niveau-là. Cette baisse, on a connu des baisses beaucoup plus importantes et il n'y a pas de raison que ça s'arrête maintenant. C'est temporaire et au pire, il va y avoir un ajustement des taux directeurs. Jérôme Powell part d'ici mai 2026. Donc ça va finir par s'améliorer, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Mais regardez ce qu'il y a eu d'autres comme mauvaises nouvelles en fait aux États-Unis. Je vous avais parlé des droits douaniers, il y a eu des accords qui ont été trouvés avec les États-Unis, avec la France, pardon, avec l'Europe plutôt de manière plus globale, avec la Corée. Mais Trump vient d'imposer des droits douaniers encore plus élevés à un certain nombre de pays, tels que le Canada pour lequel il n'y a pas eu d'accord. La Suisse, 39% imposés comme droits douaniers, l'Afrique du Sud, 30%, Taïwan, 20%. Bref, il y a une inquiétude encore autour de ces droits douaniers. Le marché s'inquiète un petit peu, mais on l'a vu ces derniers mois. Ça dure quelques temps et après, on atteint des plus historiques. Moi, je ne suis pas du tout inquiet à ce niveau-là. C'est des choses qui arrivent régulièrement maintenant depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et des négociations. On voit bien qu'il y a des accords qui ont été conclus avec l'Europe, par exemple, mais pas encore avec le Canada, pas encore avec la Chine, pas encore avec le Mexique. Et pour moi, ça devrait se calmer. Ensuite, je voulais vous parler de bonne nouvelle. MicroStrategy essaye de lever 4,2 milliards de dollars pour acheter du BTC. Ils viennent d'annoncer l'achat hier, il me semble, de 2,5 milliards de dollars en Bitcoin, 2,4 milliards, et là, 4,2 milliards. C'est juste énorme.
Ils continuent d'acheter. Ils ont des dizaines et des dizaines de milliards de dollars en Bitcoin. D'ailleurs, il y a ce rapport qui vient de sortir de Galaxy Digital, qui est très intéressant, qui montre en fait qu'il y a un risque très important au niveau de ces sociétés qui achètent des cryptos. Ils appellent ça les DATCO, les Digital Asset Treasury Companies, DATCO, c'est le nom qu'il a arrêté de donner. Je n'avais jamais vu ce terme donné, et ils expliquent un certain nombre de choses, et notamment les risques. Donc déjà, il faut faire un bilan au niveau de ces DATCO. On a les sociétés qui achètent du Bitcoin qui sont majoritaires avec 93 milliards de dollars, et on a en deuxième place l'Ether avec 4 milliards de dollars. Donc le BTC, bah, on le voit, c'est énorme, hein. La quantité de BTC, ça représente 791 000 BTC, plus d'1 million et 1 300 000 Ether. Ça représente 4% quasiment de la supply de BTC qui est dans ce type de société, et 1% de la supply de l'Ether. MicroStrategy, ils ont 28 milliards. Il faut que je dise stratégie maintenant, mais j'ai du mal à utiliser le mot stratégie. Bref, il y a d'autres tokens aussi. On a vu du Solana, XRP, BNB, Hype avec des sociétés qui adoptent ce type de choses. L'avantage qui est dit dans ce rapport pour les sociétés en Ether, c'est qu'elles ont la capacité à déployer les actifs pour faire du staking et pour faire de la finance décentralisée, et ça génère du rendement sans avoir besoin de diluer les actionnaires, alors que ce n'est pas le cas pour les actifs tels que le BTC qui ne génèrent pas de rendement. On a ensuite un risque de baisse des premiums. Il faut savoir que ces types de sociétés ont un premium sur le cours de l'action. C'est-à-dire la société, en fait, elle va avoir 10 milliards de dollars de BTC, mais il va y avoir un premium de 50% par exemple pour MicroStrategy, et du coup la société va valoir plus parce que les gens pensent que MicroStrategy va continuer à accumuler du BTC plus rapidement, qui vont être dilués. Et du coup, le risque aussi, c'est que ce premium, il diminue et que ceux qui ont acheté se retrouvent avec moins que ce qui était prévu. Mais le plus gros risque, en fait, qu'ils évoquent, c'est si les prix des cryptos baissent. Et là, on pourrait rentrer dans un cercle vicieux. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué, et ils font en fait une référence à la crise de 1920, crise complètement chaotique, où en fait on se retrouve avec toutes ces sociétés qui viennent vendre les actifs sur les marchés, et forcément, comme à l'achat, ça a aidé massivement à faire monter le prix des crypto-monnaies, à la vente, ça risque de faire baisser aussi massivement le prix de ces crypto-monnaies, surtout qu'on pourrait avoir une vente beaucoup plus rapide que la baisse. L'achat, à chaque fois que ça monte petit à petit, la société achète. La baisse, s'il y a des seuils de liquidation, des emprunts ou des choses comme ça, on pourrait avoir une vente assez rapide de crypto-monnaies, ce qui pourrait vraiment inquiéter. Je pense vraiment que ça, c'est est-ce que c'est un Black Swan? En tout cas, c'est un événement redouté. Il faut le prendre en compte dans les investissements crypto. C'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné dans les cryptos qui est du jour au lendemain une baisse de 30%. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. C'est des choses qui peuvent arriver, ce type d'événement, une panique globale avec une vente massive de crypto-monnaies. Oui, on peut s'attendre à une baisse rapide, même pour des actifs tels que le BTC. D'ailleurs, le BTC, c'est parmi les actifs les plus achetés par ces sociétés. Mais bon, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a quand même une probabilité faible que ça arrive, parce que ça représente à peine actuellement 0,83% de l'ensemble des market cap de toutes les crypto-monnaies. Donc ça reste petit à l'échelle des crypto-monnaies. Si on atteint, je ne sais pas, 10%, 20%, MicroStrategy, ils aimeraient bien atteindre 7% de toute la supply en BTC. Je pense qu'à ces niveaux-là, oui, ça peut être un risque vraiment significatif de chute pour les crypto-monnaies. On a parlé du coup de ces data companies, de ces plutôt treasuries companies. Faut noter quand même que le Bitcoin, là, sur le mois de juillet, il a terminé à 115 000 $. C'est une clôture historique mensuelle. Donc on n'a jamais terminé aussi haut pour le BTC. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en bonne nouvelle aussi, les ETF Ether continuent d'attirer massivement de l'argent. Ils ont attiré de l'argent de manière consécutive, là, avec plus de 20 jours consécutifs, qu'il y a plus d'argent qui rentre dans ces ETF. Ils ont quasiment 5,4 milliards de dollars de plus durant ces 20 jours. C'est énorme la quantité d'investisseurs qui arrivent sur les ETF Ether. Et pour moi, je vous le dis, ça va augmenter une fois qu'il y aura le staking. Et le staking arrive. BlackRock a fait sa demande d'ETF staking. On va parler maintenant de la nouvelle vision pour Ethereum. Lean Ethereum. Lean, je ne sais pas comment on pourrait traduire Lean en français. Ça serait peut-être allégé, agile. En tout cas, c'est une vision d'un nouvel Ethereum où il y a moins de dettes technologiques, qui est plus souple, peut-être avec moins de lignes de code aussi, plus simple en fait.
Et cette vision a été partagée par Justin Drake. Donc Justin Drake, c'est un chercheur très connu au sein de la fondation Ethereum. De ce que j'ai vu, il est français, en tout cas il parle français. Euh, il est impliqué sur Ethereum depuis très très longtemps. Il a partagé cette vision, il la présente comme la sienne, mais Justin Drake, voilà, il est en train de faire du lobbying tout simplement pour sa vision et elle est en partie adoptée par beaucoup de monde. Euh, je vous en parle tout de suite. Je vous explique en fait comment cette vision est présentée. Il commence déjà par dire Ethereum, c'est un mode défense. Un peu un mode... actuellement, Ethereum, c'est quelque chose de très robuste. Il dit Ethereum est spécial. Il y a eu 100% de uptime. C'est-à-dire que Ethereum n'a jamais arrêté de fonctionner depuis sa création. Et c'est lié, en fait, tout simplement aux décisions de design autour d'Ethereum d'avoir plusieurs clients différents, plusieurs logiciels différents qui font tourner Ethereum. Il fait référence à ce site d'ailleurs, Ethereum Uptime 100%. Depuis 2015, 2016, 2017, il n'y a jamais eu de bug qui a entraîné un arrêt total de la blockchain Ethereum. Et ça, c'est déjà énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ça. Le nombre d'applications de blockchain qui sont lancées, qui ont eu des problèmes, qui ont été arrêtés, c'est juste énorme. Donc je pense que c'est aussi ça ce qui rassure les investisseurs pour mettre des milliards dans la finance décentralisée sur Ethereum. Je pense que ça aide beaucoup. Et d'ailleurs, il fait la comparaison. Bon, je pense que voilà, c'est un petit clin d'œil au Bitcoin en disant Bitcoin Uptime, 99,98%. Il y a eu des petits problèmes au tout début de la création du Bitcoin. En 2010, il y a eu un bug qui avait entraîné la création de milliards de BTC. Ça a été corrigé, ça a pris quelques heures, 8 heures et 27 minutes. Il y a eu un autre bug en 2013, mais ça a été moins important. Mais tout ça pour dire, il y a eu des légers problèmes pour le BTC, mais c'est négligeable. Pour moi, le BTC, je vous le dis, pour moi, c'est plus robuste que le Bitcoin, que l'Ether. Le Bitcoin, en tout cas, c'est plus, en termes de réseau, je le considère comme le réseau le plus solide, le moins sujet à avoir un bug, à avoir un problème de sécurité. Alors moi, j'aime les deux réseaux, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, là, je pense que quand même qu'Ethereum, avec tous les changements à venir, c'est assez risqué de se positionner sur ce type de choses parce qu'un bug pourrait quand même arriver, mais on le voit avec The Merge, que la mise à jour qui a eu lieu sur Ethereum, ils ont fait très attention. Il y a eu même un peu trop de tests, on leur a reproché d'avoir testé trop les choses, mais au final, ça s'est bien passé et c'est tout de même rassurant. Je reviens. Du coup, il dit en fait, il y a énormément de robustesse au niveau de Ethereum. Il y a une client diversity, donc énormément d'équipes différentes qui travaillent sur Ethereum. S'il y a un bug sur un logiciel, c'est pas grave, les autres vont continuer de marcher. Il y a 130 milliards de dollars de sécurité économique parce qu'en fait, il y a 35 millions d'Ethers stakés au prix de 3700 dollars à peu près. Ça représente ces 130 milliards de dollars. Et c'est sur ça que repose la sécurité du réseau Ethereum. C'est sur ces 130 milliards. C'est pas comme pour le Bitcoin où la sécurité du réseau se repose sur le minage effectué par les mineurs. C'est différent. Les mineurs, bien sûr, aussi, ils ont dépensé des choses. Et ça coûte cher d'acheter un mineur, etc. Mais ça vous donne une idée, en fait, combien il faudrait de milliards, de dizaines de milliards pour compromettre la sécurité d'Ethereum. Bah, là, ça veut dire qu'à partir de la moitié, vous pouvez faire des choses, mais à partir d'un tiers, vous pouvez commencer à bloquer le réseau. Donc, à partir, voilà, avec du 30-40 milliards, on peut déjà fragiliser le réseau Ethereum et ça commence à être de plus en plus cher et de plus en plus inaccessible. Selon d'ailleurs l'analyse de Justin Drake par le passé, c'est beaucoup plus facile de compromettre le réseau Bitcoin avec moins de milliards. Mais bon, je pense pas que ça arrivera, ça non plus. Donc Ethereum, c'est le futur d'Internet. Ethereum, tant qu'Ethereum fonctionnera, tant qu'Internet fonctionnera, Ethereum fonctionnera. Donc si le monde est en ligne, le monde est on-chain. Mais l'autre mode, on va dire, qui présente, c'est le mode offensif Ethereum. Et c'est là le plus intéressant. Comment augmenter les performances massivement du réseau Ethereum. Et ça, c'est les deux points qui ont été présentés par la fondation Ethereum. Scale L1, donc passer le réseau Ethereum à l'échelle, augmenter les performances du réseau L1, et Scale Blobs, qui veut dire en fait augmenter l'espace de stockage, la capacité de stockage des L2, des blockchains construites sur Ethereum. Donc ça, c'est les deux points. Et concrètement, la cible de ce lean Ethereum, c'est d'avoir 1 gigagas par seconde sur Ethereum, sur le niveau 1 d'Ethereum. Ça représente 10 000 transactions par seconde. Avoir atteint 10 000 transactions, alors qu'actuellement, en plus, on est autour de 20 transactions par seconde. Vous imaginez l'amélioration de performance sur Ethereum à ce niveau-là. Et au niveau des L2, de toutes ces blockchains qui sont construites sur Ethereum, on veut atteindre 1 teragas par seconde, donc 10 millions de transactions par seconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'ambition ici. Et ça, c'est atteignable grâce au
au design qui a été choisi par Ethereum d'avoir plein de blockchains construites sur le réseau principal qui permettent d'atteindre un nombre complètement hallucinant. C'est une philosophie différente de ce qui a été entrepris par Solana ou par Sui ou par Aptos qui ont plus une vision d'augmenter le réseau principal, le nombre de transactions par seconde du réseau principal le plus haut possible, atteindre du 100 000 transactions par seconde ou plus sur le réseau. Là, c'est différent. Ethereum, ils se disent on va atteindre une limite parce qu'on a des objectifs de décentralisation, de sécurité qui sont différents des autres, mais voilà ce qu'on vise. Et c'est une bonne vision en fait. Pour moi, j'aime bien cette idée d'avoir 10 millions de transactions par seconde à travers bien sûr énormément de L2 différentes, mais c'est une bonne chose. Et ensuite, il y a plein de choses qui arrivent grâce à la décentralisation, grâce à la technologie, à la cryptographie. Il y a une amélioration. Ces améliorations sont possibles tout en maintenant la décentralisation. Et ça, c'est un point très important. Il va revenir sur ce point dans un instant. Donc, les mises à jour qui sont nécessaires pour atteindre cette nouvelle Ethereum très haute performance, il y a deux choses. Est-ce que vous vous rappelez de la Beam Chain? Vous en avez parlé à l'époque. C'est la blockchain, c'est le cœur d'Ethereum en charge du consensus. Là, ils appellent ça Lean Consensus, donc c'est revoir le fonctionnement de la Beam Chain, intégrer de la Beacon Chain, intégrer un certain nombre de technologies Zero Knowledge pour atteindre ces objectifs de la finalité en seconde, c'est-à-dire de ne pas pouvoir revenir en arrière dans l'histoire en seconde, en quelques secondes. C'est quelque chose de très important actuellement, on est loin de ça. Il y a la Lean Data, donc là c'est plus les blobs dont je vous ai parlé, cet espace de stockage, augmenter les performances pour pouvoir atteindre les 10 millions de transactions par seconde pour les L2. Et la Lean Execution, je vous en ai aussi déjà parlé avec RISC-V, la technologie proposée par Vitalik pour tuer d'une certaine manière le VM et remplacer ça par la technologie RISC-V. C'est très très ambitieux de faire ça, c'est vraiment changer le cœur même d'Ethereum et c'est comme ça qu'on va arriver aux performances annoncées plus haut et à la simplicité aussi du coup au fait que ça va être plus robuste sur le long terme. Donc voilà, il y a trois angles d'attaque et ensuite c'est l'aspect cryptographie, c'est le cœur. Quand le crypto, quand on parle de crypto-monnaie, le crypto vient de cryptographie, c'est cette science mathématique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas c'est vraiment très très mathématique et grâce aux avancées technologiques, enfin mathématiques plutôt, des avancées au niveau de la technologie ZK, etc., on peut participer à tout ça. Il y a des avancées qui nous permettent d'atteindre ces objectifs-là. Donc vraiment plein de choses à venir. On a même une roadmap qui existe pour savoir où on en est. Donc là, depuis 2024, il en parle, c'était le lobbying, on va dire, peeling. Là, on en est au speaking, donc c'est-à-dire construire les spécifications de ce Lean Ethereum. À partir de 2026, c'est commencer à construire. 2027, on teste. Et à la fin des tests, donc on cible du 2029-2030 pour arriver au final à la vision totale, la vision finale. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien entre-temps. On va arriver brique par brique à cette vision-là. Et l'objectif aussi que je trouve intéressant, et je pense que c'est très nécessaire, ils prennent Bitcoin comme exemple, ils veulent commencer à penser à l'ossification. L'ossification, comme le Bitcoin, c'est-à-dire le Bitcoin n'évolue pas trop. Il n'a pas pour objectif d'évoluer. Les choses sont en train de se construire sur le Bitcoin. Je vous en parle dans un instant avec le langage de programmation construit d'ailleurs sur le Bitcoin. Il n'a pas vocation à évoluer le réseau Bitcoin. Un réseau qui n'évolue plus, qui est suffisamment sécurisé, qui est robuste, et ben, ça donne confiance ensuite au projet pour construire des choses sur ce réseau et sans craindre des évolutions constantes. Donc c'est nécessaire d'arriver à un moment de l'ossification pour aussi ne pas avoir un détournement ou des développeurs Ethereum qui ont de mauvaises intentions ou des développeurs Ethereum qui sont influencés par certaines entités pour mettre en danger le réseau autre. On peut avoir des choses qui peuvent arriver si tant que un réseau peut évoluer, il peut aussi évoluer dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'ils ciblent cette ossification. Donc la simplification, l'ossification, le développement et amélioration des performances du réseau, voilà la cible de cette vision Lean Ethereum dont on risque d'entendre parler beaucoup au cours des prochains mois. Il y a déjà plein de calls, plein de réunions des développeurs sur le sujet. On peut le voir ici, ils appelaient ça les Beam Calls avant parce qu'on parlait de la Beam Chain, et ça va continuer maintenant avec cette vision Lean Ethereum. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis vraiment très impatient de voir l'arrivée de tout ce qui se passe autour des évolutions d'Ethereum. Je suis aussi très bullish autour de la finance décentralisée qui est construite sur Ethereum et notamment grâce à ce uptime dont je vous parle, grâce à cette robustesse, grâce à cette résilience, grâce à cette diversité des clients, grâce à cette innovation qui arrive constamment. Moi, je suis très bullish sur la finance décentralisée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pour générer des revenus passifs sur vos cryptos et générer des revenus réguliers sans que ça vous prenne trop de temps, ça peut vous prendre 1 heure par mois si on fait les choses
de manière assez simple et j'accompagne plein de personnes en ce sens. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, ça vous intéresse. C'est voilà, pour ceux qui ont un portefeuille d'une certaine taille, qui veulent vraiment le faire passer à l'étape suivante grâce à la DeFi. Ensuite, on va parler du Bitcoin avec, regardez cette news, ça vient de tomber. C'est d'ailleurs un gros bug sur l'article Coindesk, ils écrivent Adam Beck au lieu d'Adam Back. C'est un nouveau langage de programmation pour avoir des smart contracts liés au Bitcoin sur le Liquid Network, donc ce L2 de Ethereum, lancé par Blockstream, hein, la société que possède Adam Back. C'est une personne très influente dans l'écosystème Bitcoin. Satoshi Nakamoto c'est basé sur la fonction d'Adam Back Hashcash pour sécuriser, il a choisi cette fonction sur le Bitcoin pour l'aspect Proof of Work. Donc c'est vraiment quelqu'un de réellement compétent qui a construit quelque chose qui est utilisé actuellement sur le réseau Bitcoin. Et bien ils viennent de dévoiler, de lancer ce langage de programmation qui s'appelle Simplicity sur le réseau Liquid Network. Regardez, Simplicity, Smart Contracts with Simplicity. Donc c'est une manière de construire des smart contracts liés au réseau Bitcoin, donc sur le Liquid Network. Ils ont vraiment choisi de se positionner comme concurrent de Solidity, et ils le disent clairement, hein. On peut retrouver, il me semble, sur la page Solidity, non pas ici, mais sur d'autres pages, on retrouve bien la notion de simplification, plutôt de simplicity, mais j'ai l'impression d'avoir utilisé le terme simplicity, c'est pour montrer que c'est simple, mais au final, c'est quelque chose qui va rester assez compliqué. Du coup, ils ont construit une autre couche au-dessus de simplicity pour pouvoir développer des smart contracts simplement cette fois, avec un langage de programmation qui se rapproche du Rust. Ici, on peut voir à quoi ressemble un code sur Simplicity. Donc oui, je pense que les développeurs qui vont s'y mettre vont réussir à arriver à développer des choses. C'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où le papier est sorti en 2017. Ça fait depuis 2017 qu'ils développent tout ça. On peut le voir ici sur Archive, je sais pas comment on prononce d'ailleurs ce site. 8 novembre 2017, ça a été publié. Simplicity, a new language for blockchains. Donc c'est un langage de programmation. Il n'est pas Turing complete, donc il n'y a pas les boucles et un certain nombre de choses qui, selon eux, entraînent des risques sur le réseau Bitcoin. Mais là, voilà, c'est bon. Ils ont lancé ce Simplicity sur le Liquid Network et ils le disent. Voilà, c'est là où ils le disent. Regardez, Simplicity, c'est pas comme Solidity. C'est pas comme les divers langages de programmation qui sont Turing complete. Ça diminue un certain nombre de risques. Ça complexifie aussi pour les utilisateurs de ne pas avoir un certain nombre d'options. Mais ils disent qu'il est hyper sécurisé. On peut faire de la vérification formelle assez facilement. C'est quelque chose qui permet de s'assurer que le code se comporte bien comme il est censé se comporter. C'est un peu le Graal pour ceux qui veulent s'assurer de la sécurité d'un projet, de faire une vérification formelle, mais c'est assez compliqué à faire sur les langages Solidity. Sur le langage Solidity, là, ça va être plus simple. Donc, il se commence sur le Liquid Network. On verra si ça arrive ensuite, je sais pas, sur d'autres réseaux, parce qu'ils disent clairement l'objectif, c'est en final de le lancer sur le réseau Bitcoin. Donc là, on n'y est pas encore. On va voir comment ils vont arriver à ça. Mais intéressant de voir qu'au final, même les gens qui sont derrière le Bitcoin commencent à se dire, mais les smart contracts, il y a quelque chose à faire. C'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer autour de la finance décentralisée. Et je suis sûr que c'est ça l'objectif aussi, c'est de créer de la finance décentralisée vraiment sur le réseau Bitcoin. C'est ça la cible. Et je pense que là, ça pourrait être intéressant. Les gens, je vous ai dit, ils ont confiance dans le réseau Ethereum, mais ils ont aussi fortement confiance dans le réseau Bitcoin. Et la difficulté pour moi qu'il va y avoir, c'est qu'il y a tellement de développeurs Solidity que c'est beaucoup plus simple de lancer des applications sur des Ethereum Virtual Machines qui utilisent déjà ce langage de programmation-là. Ça va être compliqué vraiment d'arriver avec un nouveau langage au final et un nouveau paradigme avec pas les mêmes fonctions. Il y a plein de choses qui vont changer, même la manière de développer qui va être différente. Donc, je pense qu'ils vont avoir du mal à trouver des développeurs, mais c'est un pari. C'est pour moi aussi une validation de l'importance des smart contracts. Et c'est un peu, d'une certaine manière, Bitcoin qui revient en disant ok, bon, les smart contracts, on est vraiment passé à côté de tout ça, il faut qu'on y revienne. Il y avait déjà sur Bitcoin Script, mais c'est assez limité. Là, avec Simplicity, on peut imaginer vraiment des applications beaucoup plus complexes.
Donc vraiment hâte de voir quand ça va arriver sur le réseau Bitcoin, hâte de voir déjà est-ce qu'il va y avoir une adoption, est-ce qu'il y a des développeurs sur le Liquid Network qui vont vraiment déployer des applications similaires à Aave ou d'autres choses sur le réseau Bitcoin. Ça serait vraiment très intéressant. Ensuite, on va parler de la SEC. On revient aux news avec en fait un discours de Paul Atkins, le patron de la SEC, très positif pour les crypto-monnaies. Il dit en fait la plupart des crypto-monnaies ne sont pas des securities, ne sont pas des valeurs mobilières qui ne tombent pas sous la juridiction de la SEC. Il dit en fait qu'il va clarifier un certain nombre de choses avec le projet crypto qu'il a annoncé. C'est une initiative pour donner des règles très précises sur la manière dont doivent être gérés les cryptos, la distribution, la conservation, le trading et même traiter le sujet des ICO, des airdrops. Donc, il y a vraiment plein de choses qui vont arriver. Ça a l'air très très positif. C'est vraiment orienté pro-crypto. Il parle du staking aussi. Il dit qu'il est pour le self-custody et pour le staking. C'est vraiment très intéressant. Il dit qu'il y a eu trop de confusion autour de la régulation des crypto-monnaies, que la SEC va travailler dès maintenant vraiment à établir un cadre de loi, un cadre réglementaire en fait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pro-crypto. Et ça vraiment, c'est une excellente nouvelle. Vraiment, le patron de la SEC est clairement pro-crypto et ça change de Gary Gensler. Il veut simplifier les choses, ne pas avoir à faire que les diverses sociétés doivent demander une licence dans chaque État. Il faudrait qu'il y ait une seule licence qui permet d'offrir des services, soit des securities ou pas des securities. Il dit aussi, même si un actif est considéré comme une security, c'est pas très grave. Il y aura juste une licence ou quelque chose à déclarer et on pourra quand même le trader sur les plateformes, etc. Donc, il dit en fait, c'est pas la mort si votre token est considéré comme une securities. La plupart des tokens ne seront pas des securities, mais si c'est le cas, c'est pas non plus dramatique. Il pourra continuer d'être tradé. Il suffira de respecter un certain nombre de règles pour les plateformes qui offrent ce type de token. Et ça, je trouve que c'est bien, honnêtement. Ça va vraiment apporter beaucoup de clarification, beaucoup de personnes, je pense, qui voulaient quitter les États-Unis pour développer des projets ailleurs vont, je pense, revenir. Et on le voit, de toute façon, il y a beaucoup de sociétés qui sont en train d'investir maintenant aux États-Unis sur les cryptos, comme Tether d'ailleurs. Là, ensuite, on a Visa qui a annoncé supporter dans sa plateforme de stablecoin, de settlement, Stellar et Avalanche. Il y avait déjà Ethereum et Solana. Là, il rajoute Stellar et Avalanche et il rajoute d'autres stablecoins. Il y avait déjà il y avait l'USDC. Maintenant, il y a le PayPal USD, le Global Dollar et le URC, donc le jeton euro de Circle. Donc voilà, on est juste en train de voir les géants du paiement qui sont en train d'essayer d'adopter les stablecoins, parce que passer à côté des stablecoins, c'est potentiellement passer à côté du futur des paiements. Imaginez, ces géants se prennent Mastercard, Visa, et ils doivent se prendre 2-3% à chaque paiement. Les paiements en stablecoin sur des blockchains extrêmement rapides, type Base, Solana ou autre, il n'y a quasiment pas de frais. Et ça veut dire que s'il y a une adoption de ce type de stablecoin sans eux, bah, c'est du business en moins pour ces sociétés. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de capter le paiement stablecoin, d'offrir un paiement stablecoin simple pour tous les commerçants et leur prendre toujours 1% pour les paiements, comme l'a annoncé PayPal hier. Ils prenaient 1% ou 1,5% sur les paiements en crypto. Tether, d'ailleurs, je vous ai parlé de Tether, ils viennent de publier un bénéfice de 5 milliards de dollars, 4,9 milliards de dollars sur le trimestre 2 de l'année 2025. Ça génère tellement de cash Tether. Alors c'est un peu, ce bénéfice, il est aussi dû en partie au gain sur les bitcoins qu'à Tether, mais même sans les bitcoins, ils ont suffisamment d'argent pour couvrir les plus de 157 milliards de dollars d'USDT en circulation. Ils ont tous, la plupart, en bons du trésor américain. D'ailleurs, il y a le Genius Act aux États-Unis qui est sorti, dont je vous ai parlé. Et en fait, il se trouve qu'il y a une partie qui fait que Tether ne sera pas très impacté par ce Genius Act. Il y a une exception pour les émetteurs de stablecoins étrangers. Si le département du commerce ou du trésor juge que la réglementation appliquée sur ce stablecoin à l'étranger est comparable à ce qui est fait aux États-Unis, ben pas besoin de se mettre en conformité. Donc c'est plutôt positif pour Tether qui devrait pouvoir continuer d'exister sur les exchanges américains. Et ça va venir en fait d'une certaine manière complexifier les choses pour les stablecoins américains. Certains voient ça comme un avantage concurrentiel maintenant à être en dehors des États-Unis, comme Tether, qui ne va pas être soumis à toute cette réglementation.
Mais c'est aussi un avantage parce qu'il y aura la crédibilité d'être un stablecoin américain avec le tampon stablecoin américain. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de stablecoins lancés par des sociétés américaines, Walmart, Amazon, etc. Toute société qui a énormément d'utilisateurs et qui gère des paiements a intérêt à utiliser des stablecoins pour gagner tout simplement plus d'argent et gagner de l'argent grâce au bon du trésor et réduire aussi les frais associés à Mastercard, Visa, etc. Et d'ailleurs, pour finir, en parlant de stablecoin, qu'est-ce que nous dit JP Morgan et son patron, Jamie Dimon? Il dit en fait qu'il est toujours anti-crypto de manière globale, anti-Bitcoin, mais que les stablecoins, oui, les stablecoins c'est bien. Les stablecoins et la blockchain c'est bien, mais Bitcoin, Ethereum, crypto, bof. Ouais, on revient toujours en fait à la personne qui est complètement contre les actifs numériques et qui au final commence à voir l'intérêt petit à petit. Au début, c'est la blockchain, c'est bien. Après, c'est les stablecoins, c'est bien. Mais les stablecoins, c'est construit sur quoi? C'est construit sur les blockchains, c'est construit sur Ethereum. C'est où il y a le plus de stablecoins? C'est sur Ethereum. Il y a des blockchains, il y a des stablecoins sur Solana, etc. Mais le fait de se dire qu'il y a une utilité aux stablecoins, ça revient à dire qu'il y a une utilité à l'Ether et aux divers jetons de blockchain où il y a des stablecoins. Comment les transactions se font? Il faut payer les frais en Ether. Il y a aussi des sociétés qui vont être incitées à sécuriser le réseau d'une certaine manière. Si vous avez 500 milliards de dollars en stablecoin sur le réseau, vous avez intérêt aussi à vous assurer que le réseau Ethereum fonctionne bien, qu'il n'y a pas de choses pas nettes, du coup d'avoir des validateurs, d'avoir les 32 Ethers par validateur et d'en avoir beaucoup pour sécuriser tout ça, un peu comme Tether a annoncé vouloir faire du minage de Bitcoin pour participer à la sécurité du Bitcoin. C'est tout à fait normal. Donc pour moi, vraiment, Jamie Dimon, il se trompe et il finira, je pense, par le regretter. Mais bon, je m'en fais pas pour lui. Je crois que j'avais vu, il était milliardaire ou presque milliardaire. Donc bon, c'est pas très grave. Juste, il garde cette optique. Bitcoin, crypto, c'est pas bien. Stablecoin, ok, pourquoi pas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Alors, je vous avais annoncé une vidéo longue. C'est effectivement une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude. Mais bon, pas de vidéo le week-end. Je me repose et je vous dis à lundi pour la suite. Allez, ciao, ciao.